Tout commence par un silence qui n'a aucun sens. Un silence trop lourd pour une salle de tribunal, trop chargé pour un homme accusé d'avoir tué quelqu'un. Et pourtant, au moment où Elias Morel fixe le sol, quelque chose me frappe comme un coup de tonnerre. Pourquoi cet homme semble-t-il plus terrorisé que coupable? Pourquoi regarde-t-il le juge Marcel Delaunay comme si sa vie dépendait d'un secret que personne n'a encore osé dire? Et si celui qui préside ce procès n'était pas seulement là pour rendre justice, mais pour cacher quelque chose qu'il craint de voir remonter? Dans ce court instant, tout en moi se crispe. Les mots des témoins se brouillent, la pièce se déforme, et une question incendiaire me traverse. Et si le vrai monstre n'était pas à la barre, mais face à nous, robe noire, impeccable, main posée et sûre. Le marteau, quand l'audience reprend, un détail minuscule me frappe. Le regard du juge change à chaque fois qu'Elias tente de parler, comme si une vérité qu'il refuse d'entendre me menaçait de briser l'équilibre qu'il impose à cette salle. Pourquoi ce juge, réputé pour son sang-froid, semble-t-il craindre la moindre hésitation de l'accusé? Et pourquoi Elias, pourtant accusé d'un meurtre atroce, paraît-il plus prisonnier d'un secret que d'un crime? Quel lien invisible les retient l'un à l'autre? Les tensions s'empilent, silencieuses, presque palpables. Et je sens que ce procès ne cherche pas seulement la vérité. Il cherche à en dissimuler une autre, plus sombre, plus intime. Peut-être même plus dangereuse que le meurtre lui-même. Une contradiction dans le témoignage d'Agathe glisse comme une lame sous la porte. Un mot mal placé, une hésitation trop longue, et l'atmosphère change brutalement. Je vois Marcel Delaunay se raidir, comme si cette fissure ouvrait sur un gouffre qu'il connaît déjà. Elias relève la tête, surpris, presque soulagé que quelqu'un d'autre tremble enfin. Pourquoi la veuve ment-elle? Et pourquoi le juge la protège-t-il du regard, comme si son mensonge devait rester intact? Le doute devient une brèche, et cette brèche menace d'engloutir toute la version officielle que le tribunal tient pour certaine. Quand Elias parle enfin, sa voix n'est qu'un murmure brisé, mais chaque mot déstabilise davantage le juge. On pourrait croire qu'il décrit un cauchemar. Pourtant, ce qu'il dit semble frapper Marcel comme un souvenir qu'il tente d'effacer depuis longtemps. Les jurés se remuent, les avocats se regardent, et tout paraît vaciller. Pourquoi ce récit semble-t-il toucher le juge plus que n'importe quel dossier? Et si ce n'était pas seulement un témoignage, mais un rappel d'un passé que personne n'a jamais jugé? Quand l'audience se termine, personne ne quitte la salle tout de suite. Les regards, lourds, flottent dans l'air comme des accusations muettes. Je sens que quelque chose vient de changer irrémédiablement. Ce procès n'est plus un simple affrontement entre culpabilité et innocence. C'est un champ de mine où chaque geste du juge pèse plus que la parole des témoins. Et si ce procès n'était qu'un théâtre monté pour protéger la mauvaise personne? Une vérité brûlante se cache encore, mais elle commence déjà à ronger les murs du tribunal. Quand je sors du tribunal ce matin-là, l'air froid me gifle comme pour me réveiller. Pourtant, la confusion ne me quitte pas. La veille, j'ai vu le regard du juge Delaunay changer au moment où Elias a parlé. Un changement tellement bref qu'un œil distrait ne l'aurait jamais remarqué. Mais moi, je l'ai vu. On ne peut pas feindre une peur pareille. Alors je marche, je tourne. J'essaie de comprendre ce qui relie ces deux hommes, et plus j'y pense, plus je me dis que ce procès n'est pas simplement bancal, il est truqué. Quel juge réagit ainsi face à un simple accusé? Et quel accusé regarde son juge comme on regarde l'ombre qui a détruit toute sa vie? Le doute devient une obsession, une pression dans la poitrine qui refuse de se calmer. Je sens que si je n'avance pas maintenant, quelqu'un fera disparaître la vérité avant même qu'elle ne voie le jour. Je retourne dans les dossiers du meurtre comme on retourne une blessure qu'on n'arrive pas à ignorer. Les photos, les témoignages, les rapports d'experts, tout semble cohérent, trop cohérent. Comme si quelqu'un avait voulu que tout pointe vers Elias,
sans laisser la moindre marge d'erreur. Mais la vérité, c'est que les affaires trop parfaites cachent toujours une main invisible, et cette main, je commence à la sentir. Au fil de mes recherches, je retrouve le nom du juge dans un ancien rapport sans rapport apparent avec cette affaire. Une coïncidence? Je n'y crois pas. Si le juge et la victime ont un lien, alors c'est tout le procès qui s'effondre. Je sens mon cœur s'alourdir. Quelqu'un joue une partie que je ne comprends pas encore, mais je sais déjà que je suis entré dedans malgré moi. En interrogeant doucement quelques anciens collègues du médecin assassiné, je découvre une rumeur que personne n'ose vraiment formuler. La victime était impliquée dans une histoire trouble, un chantage ou peut-être quelque chose de pire, mais ce qui me glace, c'est qu'on évoque aussi un homme haut placé qui aurait voulu étouffer cette histoire. La description est vague, mais le portrait mental que les témoins esquissent ressemble étrangement au juge Delaunay. Je sens une sueur froide courir dans mon dos. Si le juge connaissait la victime, pourquoi s'être porté volontaire pour présider ce procès? Pourquoi s'approcher d'un dossier qui pourrait le mettre en danger, à moins qu'il ne contrôle déjà tous les risques? Et si Elias n'était qu'un pion sacrifié pour garder le silence intact? Je retourne ensuite au tribunal, persuadé que les réponses se trouvent là, dissimulées parmi les ombres familières. Hugo Marel, le concierge, me regarde approcher comme s'il m'attendait. Il ne parle pas, mais ses yeux disent qu'il sait quelque chose. Je le suis dans un couloir désert où il me montre discrètement une trace, une simple marque sur une porte, mais qui semble lourde d'histoire. Il murmure que certaines nuits, il a vu le juge entrer dans cette pièce, alors qu'il n'avait aucune raison d'y être. Mon cœur se serre. Pourquoi un juge utiliserait-il une salle d'entretien oubliée? Et pourquoi la trace sur la poignée ressemble-t-elle à un geste trop pressé, trop nerveux pour un homme réputé imperturbable? Je sens que je suis en train d'ouvrir une porte que personne ne voulait voir ouverte. En quittant le tribunal, le puzzle commence enfin à prendre forme, mais ce que je vois ne me rassure pas. Le juge Delaunay n'est plus seulement un magistrat distant. Il est devenu une présence inquiétante, un fil rouge reliant la victime, l'accusé et même les témoins. Chaque découverte ajoute une couche d'ombre, comme si ce procès était bâti sur un mensonge fondateur. Je marche lentement dans la rue, consciente que mes pas m'entraînent vers quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui pourrait briser des vies. Mais je ne peux plus reculer. Si je laisse cette histoire s'enfouir de nouveau, alors quelqu'un d'autre en paiera le prix. Et je refuse que ce soit Elia ou que ce soit moi. Le lendemain, je me réveille avec cette sensation étrange que quelque chose s'est déplacé pendant la nuit, comme si l'affaire avait franchi une ligne invisible. Les dossiers que j'ai consultés tournent encore dans ma tête, les photos, les noms, chaque détail se mêle à ce que Hugo m'a dit. Une chose devient claire. Le juge Delaunay n'est plus un simple acteur du procès, il en est la clé de voûte. Plus j'y pense, plus je me demande quel secret ancien relie cet homme glacé au chirurgien assassiné. Je retrace les événements, j'assemble les fragments, et soudain une idée me frappe. Et si ce n'était pas Elias que l'on cherchait à condamner, mais quelqu'un d'autre qu'on cherche à protéger depuis longtemps? Ce sentiment me serre la gorge. Le mensonge est partout, mais il commence enfin à montrer ses fissures. Je me rends à l'hôpital où travaillait la victime, décidé à comprendre ce que cachait réellement ce médecin. Un collègue accepte de me parler en privé. Sa voix tremble lorsqu'il évoque des soirées où la victime recevait des visites discrètes d'hommes influents. Il cite même un prénom. Un détail qui me fait frissonner. Marcel? Je n'ose pas y croire. Le juge Delaunay aurait donc connu personnellement l'homme qu'il juge post-mortem. Les pièces du puzzle se mettent à tourner toutes seules. Si le juge cache ce lien, c'est qu'il s'agit d'un lien dangereux. Les rumeurs de chantage prennent alors un sens nouveau. Je sors de l'hôpital le cœur lourd, comme si une tempête venait de se lever dans ma tête. Je décide ensuite de confronter indirectement le juge, en assistant discrètement à une réunion qu'il tient avec des avocats, dans une salle vitrée. Ce que je vois me glace. Il semble nerveux, tendu, comme si son masque se fissurait.
Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il évoque le procès, et un instant, je crois voir une ombre de panique traverser son regard. Pourquoi cet homme, réputé inébranlable, montre-t-il un trouble si profond? Je remarque qu'il évite constamment de prononcer le nom de la victime, comme si ce simple mot pouvait réveiller un souvenir capable de le détruire. Je quitte l'étage avec la certitude que le juge porte en lui un secret lié à la mort du chirurgien, et peut-être que ce secret n'a jamais été enterré. Je retrouve Hugo au sous-sol du tribunal, là où personne ne descend sans raison. Il m'attend près d'un vieux casier métallique, un regard lourd posé sur moi. Il finit par avouer qu'il a surpris une conversation entre le juge et la victime plusieurs mois avant le meurtre. Une dispute vive, étouffée dans un couloir désert. Il dit que le juge avait l'air acculé, presque désespéré. Ce témoignage me coupe le souffle. Pourquoi Hugo a-t-il gardé ça pour lui si longtemps? Il répond d'un ton brisé. Il avait peur. Peur du juge, peur de perdre son travail, peur d'être effacé comme tant d'autres. Ces mots résonnent dans l'espace froid du sous-sol. Je comprends alors que cette affaire dépasse le simple meurtre. C'est une toile d'influence et de menaces qui remonte bien plus loin. Après ce que Hugo m'a révélé, je remonte les escaliers avec la sensation que mes pas deviennent plus lourds à chaque marche. La vérité prend forme, lente mais implacable. Le juge n'est pas seulement lié à la victime, il est lié à la cause même du meurtre. Je repense au regard d'Elias, à son silence cassé, et je me demande soudain s'il n'a pas tenté de dénoncer quelque chose avant qu'on ne l'écrase sous de fausses preuves. Un frisson me traverse. Je comprends que je ne suis plus seulement en train de mener une enquête officieuse. Je marche dans un piège déjà refermé autour de moi. Mais il est trop tard pour reculer. Je veux savoir jusqu'où remonte la noirceur de cet homme que tout le monde croit irréprochable. Je retourne dans la salle d'audience avant l'ouverture du procès, espérant observer le juge avant que son masque se fixe. Et là, je le vois entrer. Son pas est plus lent, son regard plus lourd, comme si le poids des jours passés avait travaillé son visage. Il fixe le banc des accusés sans remarquer ma présence, et quelque chose dans sa posture me fait frémir. Ce n'est pas la fatigue d'un magistrat, c'est la peur d'un homme traqué. Je me demande soudain si ce procès n'est pas en train de rattraper. Derrière moi, Elias est escorté dans la salle, et quand son regard croise celui du juge, une tension brutale déchire l'air. Il y a quelque chose d'ancien entre eux, quelque chose que la justice officielle n'a jamais voulu voir. Je sens que nous nous approchons d'une vérité capable d'éclater tout le tribunal. Quand l'audience commence, un nouveau témoin entre, un ancien collègue du chirurgien assassiné. Dès qu'il parle, je sens une onde traverser la salle. Il mentionne un rendez-vous clandestin entre la victime et un homme puissant quelques semaines avant le meurtre. Et quand il décrit cet homme, mon cœur s'arrête. La silhouette, la voix, la manière de se tenir. Tout correspond au juge Delaunay. Le magistrat tente de rester de marbre, mais son œil tressaute, minuscule geste qui trahit une panique silencieuse. Comment peut-il laisser ce témoignage passer sans intervenir? Pourquoi ne récuse-t-il pas immédiatement un récit qui pourrait le lier au crime? Son immobilité est un aveu. Je sens que la vérité perce enfin la surface. Le témoin poursuit, et ses mots frappent comme des coups de marteau. Il explique avoir vu la victime recevoir des menaces glissées dans des enveloppes discrètes déposées dans son bureau. Puis il affirme qu'un jour, il aurait reconnu la voix d'un homme venu discuter avec le chirurgien derrière une porte entr'ouverte. Il répète encore ce prénom, Marcel. Le juge serre le dossier de son siège si fort que ses jointures blanchissent. Les jurés échangent des regards troublés. Elias semble respirer pour la première fois depuis des semaines, comme si quelqu'un validait enfin sa vérité. Je ressens une clameur intérieure. Si ce témoin dit vrai, le juge aurait pu être lié à l'homme qu'on accuse de chantage, et donc à la mort qui s'en est suivie. À la fin de l'audition, un silence tombe, lourd, presque sacré.
Le juge annonce une pause. Mais sa voix est différente. Elle tremble légèrement. C'est la première fois que je l'entends vaciller. Alors qu'il se lève, je le suis discrètement dans un couloir désert. Il marche vite, comme pour fuir quelque chose. Puis il s'arrête brusquement, pose une main contre le mur, respire comme un homme au bord du vertige. Une seule question me brûle. Que craint-il exactement? Soudain, je réalise que ce n'est pas seulement la vérité qui le menace, mais quelqu'un d'autre dans ce tribunal. Quelqu'un qui connaît ce qu'il a fait, et chaque seconde qui passe semble rapprocher cette menace de la surface. Quand je retourne dans la salle, un frisson me parcourt. Hugo m'attend, le regard plus sombre que jamais. Il me glisse quelques mots à voix basse, des mots qui changent tout. Il dit que la veille du meurtre, il a vu la victime et le juge s'affronter dans un bureau fermé, une dispute d'une violence rare. Il ajoute quelque chose de pire. Une troisième personne était là, une personne que personne n'a mentionnée au procès. Je sens mes pensées exploser. Si un troisième acteur était impliqué, alors tout ce procès est une mascarade. Je demande à Hugo qui c'était, mais il se contente de secouer la tête, terrifié. Il murmure. « Yoga, il est ici, aujourd'hui. » Yo, et tout mon corps se fige. Je marche en direction de la salle des archives du tribunal, comme si chaque pas me rapprochait d'un gouffre. Les révélations d'Hugo tournent dans ma tête, cette idée d'un troisième acteur resté dans l'ombre depuis le début. Je sens que cette pièce oubliée renferme peut-être la preuve finale, quelque chose qui relie le juge, la victime, et ce mystérieux inconnu. Lorsque j'ouvre la porte, l'odeur de poussière et de papier humide m'enveloppe. Je fouille les dossiers, relis les rapports, et soudain je tombe sur un document déplacé récemment. Les annotations, les noms, tout pointe vers une manipulation orchestrée avant même l'arrestation d'Elias. Je comprends alors que ce meurtre n'est pas un acte isolé, c'est l'aboutissement d'un long fil de menaces, de chantage et de secrets que le juge a voulu effacer. Mon cœur bat plus vite. Je suis proche de la vérité. Mais je sens qu'elle peut détruire plus que des carrières. Je sors des archives et me dépêche de rejoindre le parking souterrain. Quelque chose me dit que le juge n'ignore pas que la situation lui échappe. J'entends des pas résonner dans le béton froid, une cadence sèche qui me met en alerte. En avançant, je surprends le juge, seul, appuyé contre sa voiture. Il tient son front comme un homme acculé, puis murmure quelques mots que je n'arrive pas à saisir. L'espace résonne d'un silence dangereux. Quand il lève les yeux et me voit, son visage se ferme comme une porte. Je comprends alors qu'il sait que je suis allé trop loin. Son regard me frappe comme un avertissement muet, et je sens qu'à partir de maintenant, chaque geste devra être mesuré. Car je ne cherche plus seulement la vérité. Je défie un homme prêt à tout pour la dissimuler. Plus l'audience avance, plus les murs semblent se refermer sur chacun de nous. Le juge tente de maintenir l'ordre, mais son calme se craquelle. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il s'adresse au tribunal. De mon siège, je scrute chaque détail. Ses pauses trop longues, son souffle court, son regard qui cherche quelqu'un dans le public. Elias, lui, observe le juge comme s'il le reconnaissait enfin pour ce qu'il est. Je vois dans les yeux d'Agathe une peur nouvelle, une peur qui n'a plus rien à voir avec la perte de son mari. Quant à Hugo, il surveille chaque entrée comme s'il attendait l'apparition du fameux troisième acteur. Je sens une tension presque électrique traverser la pièce. Les vérités enfouies bougent sous nos pieds, prêtes à éclater. Lorsque l'avocat de la défense demande une suspension, le juge hésite une seconde de trop. Ce détail suffit pour que mon intuition explose. Je sors rapidement dans le couloir, persuadé que quelque chose va se passer. En m'éloignant, j'entends des pas pressés derrière moi. C'est Agathe. Elle m'intercepte, visiblement au bord du vertige. Elle me dit qu'elle n'a plus la force de garder le silence, que son mari n'était pas seulement victime d'un chantage, mais acteur d'une affaire sombre qui impliquait des noms importants, dont celui du juge. Elle ajoute
qu'un autre homme était présent lors de la dernière dispute. Un homme que son mari craignait plus encore que le magistrat. Mon souffle se coupe, ce troisième acteur approche, et je sens que le compte à rebours a commencé. Je retourne dans la salle avec Agathe à mes côtés et je sens que tout est sur le point de basculer. Le juge nous observe, son regard chargé d'une inquiétude qu'il tente de masquer. Hugo s'avance lentement, comme s'il craignait que chaque mouvement déclenche l'orage. Dans le silence brusquement retombé, Elias baisse les yeux, comme s'il savait enfin que la vérité n'est plus loin. Je sens une présence lourde, invisible, celle de cet homme que personne n'a encore nommé, mais que tout le monde semble redouter. Je comprends alors que ce procès n'a jamais été un simple procès. C'est une lutte pour empêcher une vérité ancienne, brutale et dangereuse d'émerger. Et maintenant elle se rapproche comme une ombre prête à tout dévorer. Lorsque l'audience reprend, la tension est si dense qu'on dirait qu'elle pèse sur nos épaules. Je m'assieds lentement, incapable de détacher mes yeux du juge. Quelque chose en lui a changé. Son regard bouge trop vite, sa respiration est irrégulière, comme si chaque seconde l'approchait d'un danger imminent. Je sais que la vérité murmure à travers les murs, qu'elle frappe contre tout ce que cet homme a bâti pour se protéger. Elias, lui, semble enfin comprendre qu'il n'est plus seul. Agathe jette des coups d'œil nerveux autour d'elle, comme si elle attendait une apparition. Et Hugo, debout près de la porte, observe chaque détail avec la peur calme de quelqu'un qui sait que le pire peut surgir d'un instant à l'autre. Je sens que cette journée ne sera pas un simple tournant. Elle sera l'effondrement d'un monde construit sur des mensonges. Quand le témoin suivant entre, toute la salle se fige. C'est un homme plus âgé, discret, presque effacé. Mais à la seconde où il baisse les yeux pour prêter serment, je sens un frisson me parcourir. Cet homme cache quelque chose. Lorsqu'il parle, sa voix est trop calme, trop posée pour quelqu'un qui dit avoir assisté à une scène clé. Mais ce qui me glace, c'est la réaction du juge. Il ne cligne presque plus des yeux. On dirait qu'il attend chaque mot comme une condamnation personnelle. Le témoin raconte une dispute violente entre la victime et un homme dont la description ressemble précisément à Marcel. Le juge tente de paraître neutre, mais son visage pâlit. Ce témoin n'est pas venu seulement raconter, il est venu exposer. Et soudain, je me demande, est-il le troisième acteur que tout le monde redoute? Lorsque le témoin continue, son ton se fait plus grave. Il raconte une scène précise. La victime accusait quelqu'un d'avoir détruit sa vie, d'être prêt à tout pour sauver sa réputation. Chaque mot s'enfonce dans l'air comme une lame, et je vois les mains du juge trembler imperceptiblement. Ce témoin ne parle pas comme quelqu'un qui a observé, mais comme quelqu'un qui a participé. Je m'approche légèrement, cherchant chaque détail susceptible de trahir sa véritable place dans cette affaire. Elias ferme les yeux un instant, comme s'il reconnaissait une voix entendue autrefois. Agathe pâlit. Hugo serre les dents. Et le juge, lui, semble littéralement se ratatiner sous la pression. Je comprends que la pièce maîtresse du puzzle est devant nous. Reste à savoir s'il va révéler son rôle ou celui du juge. À un moment, le témoin lève les yeux vers le juge et le silence qui suit me coupe le souffle. On dirait un duel silencieux entre deux hommes qui se connaissent trop bien. Puis, le témoin lâche une parole qui change tout. Il affirme que le juge était présent lors d'une confrontation décisive avec la victime. La salle explose en murmures. Le juge tente de reprendre le contrôle, mais sa voix se brise. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Elias regarde la scène, comme s'il assistait à la fin d'un cauchemar. Agathe porte une main à sa bouche pour retenir un sanglot. Et Hugo ferme les yeux, comme si ce moment confirmait toutes ses peurs. Je sens un vertige me traverser. Le juge n'est plus un présumé complice. Il devient un acteur central de la catastrophe qui a mené à ce meurtre. Le juge blême demande une pause précipitée,
Mais lorsqu'il se lève, ses jambes vacillent légèrement. Je le vois s'éloigner vers le couloir, ses épaules affaissées, comme si tout ce qu'il avait tenté de dissimuler venait de remonter d'un seul coup. Je décide de le suivre discrètement. Quand j'arrive dans le couloir, il est appuyé contre un mur, le visage perdu, presque méconnaissable. La vérité l'a frappé comme une onde. Peut-être parce qu'il vient de comprendre que le témoin ne se contente pas de le dénoncer, il le menace. Je sens alors que ce n'est plus seulement un procès. C'est une lutte entre deux hommes liés par un passé empoisonné, un passé qui s'apprête à éclater devant nous tous. Et je comprends que la prochaine étape pourrait être la plus dangereuse de toute l'affaire. La salle se remplit de nouveau, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus un tribunal, c'est un champ de ruines, prêt à céder sous le poids d'une vérité trop lourde. Je m'installe lentement, consciente que chaque respiration peut devenir un souffle final pour ce système qui s'effrite. Le juge entre avec un visage éteint, un homme brisé par ce qu'il a tenté de cacher trop longtemps. Elias tremble, mais pour la première fois, ce n'est plus la peur du jugement, c'est l'attente de justice. Agathe serre les bras contre elle comme si son corps cherchait à disparaître. Et Hugo scrute le moindre mouvement, craignant que le troisième acteur surgisse à un moment inattendu. Je sens que nous arrivons à l'ultime vérité, celle qui ne laisse personne indemne. Le juge tente de reprendre le contrôle, mais sa voix manque de force. Il ouvre la bouche pour parler, puis s'interrompt, comme si les mots refusaient de sortir. Il sait qu'il est au bord du précipice. Le témoin de la veille s'avance de nouveau, et soudain tout devient clair. Cet homme n'est pas seulement un témoin, c'est celui qui a participé aux menaces, celui qui a orchestré une partie du piège, qui a conduit au meurtre. Il révèle qu'il agissait sous la pression d'un homme de pouvoir, et qu'il pensait protéger quelqu'un de bien plus dangereux que le juge. La salle s'agite. Le juge baisse la tête, incapable de soutenir ce moment. La vérité glisse entre les bancs comme un poison lent. Le témoin finit par lâcher le nom que tout le monde redoutait. Un nom qui n'est ni celui du juge, ni celui d'Elias, ni celui de la victime. Un nom appartenant à un homme influent resté dans l'ombre pendant tout le procès. Un homme qui tirait les ficelles en silence. Je sens un frisson traverser la salle entière. Le juge relève enfin les yeux, et dans son regard, je vois un mélange de honte et de soulagement. Il savait depuis le début que quelqu'un d'autre contrôlait tout, mais il a préféré enfouir la vérité pour sauver sa propre réputation. Les jurés échangent des regards paniqués. Elias ferme les yeux, comme pour se protéger du choc. Et moi, je comprends que ce procès n'a jamais visé le bon coupable. Le juge se lève lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait une part de lui-même. Il avoue enfin, pas d'une voix forte, mais d'un souffle brisé. Il reconnaît avoir caché la vérité, avoir protégé l'homme dont le témoin vient de prononcer le nom. Il admet avoir rencontré la victime avant le meurtre, tenté de l'empêcher de rendre publiques certaines révélations. Mais il jure ne pas avoir participé à la mort. La salle tremble de murmures. Elias relève la tête, le regard noyé d'émotions mêlées. Agathe détourne les yeux. Et moi, je sens que malgré cette confession tardive, quelque chose demeure inachevé. Le véritable monstre n'a jamais mis un pied dans cette salle, mais son ombre a dirigé chaque instant du procès. Quand la séance est levée, un silence étrange envahit la salle. Pas un silence de faim, mais un silence de cicatrice. Elias est relâché sous supervision, encore trop secoué pour comprendre qu'il vient de retrouver une part de sa vie. Agathe quitte la salle, brisée par les révélations. Hugo me rejoint un instant, les yeux lourds de fatigue et de peur apaisés. Quant au juge, il reste seul assis, le regard perdu dans un vide qu'il a créé lui-même. Je comprends alors que la justice, même quand elle triomphe, laisse des ruines derrière elle. On a trouvé la vérité, mais elle n'a sauvé personne. Elle n'a fait que révéler ce que chacun refusait de voir. Parfois, le monstre n'est ni le meurtrier,
ni l'accusé, mais le silence qui protège les puissants.